Le bruit assourdissant des freins qui crissent, suivi d'un choc violent qui ébranle tout mon corps, c'est le dernier souvenir clair avant que le monde ne devienne un tourbillon de douleurs et de cris. Quand je me suis réveillée à l'hôpital Cochin à Paris, les médecins m'ont annoncé que j'avais frôlé la mort dans cet accident de voiture. Mais ce qui m'a vraiment brisé, c'est le regard froid de ma mère au pied de mon lit, murmurant que c'était un signe divin pour que je change de vie. Elle savait pour moi et Sophie, ma petite amie secrète. Et cet accident n'était pour elle qu'une punition pour mes choix contre nature. Je m'appelle Élise Moreau. 25 ans. Graphiste freelance dans le quartier du Marais. Avant l'accident, ma vie était un équilibre précaire entre mon travail créatif et mes rendez-vous clandestins avec Sophie, une étudiante en littérature que j'avais rencontrée lors d'un vernissage. Nous nous aimions en cachette, terrifiés par les réactions potentielles de nos familles conservatrices. Mais l'accident a tout fait basculer. Ma voiture a percuté un camion sur la périphérique. À cause d'un moment d'inattention, j'étais en train de répondre à un message de Sophie. Fractures multiples, commotion cérébrale, et une cicatrice qui barre mon front comme un rappel permanent. Ma famille, originaire de la banlieue bourgeoise de Neuilly-sur-Seine, n'a pas tardé à se manifester. Mon père, un avocat rigide, et ma mère, pieuse catholique, ont débarqué avec des valises de jugement. Élise, cet accident est un avertissement. Tu dois arrêter ces bêtises avec les filles. Pense à ton avenir, à un mariage décent, à des enfants. Leurs mots me transperçaient plus que les aiguilles des perfusions. Quand j'ai osé leur dire que Sophie était plus qu'une amie, que je l'aimais vraiment, ils ont explosé. Mon père a claqué la porte. Ma mère a pleuré en invoquant la Vierge Marie. Le lendemain, ils m'ont annoncé qu'ils ne paieraient plus mes soins si je ne renonçais pas à cette phase. Phase ? Comme si mon identité était une grippe passagère. C'est là qu'est entrée en scène Camille Laurent, l'infirmière qui s'occupait de moi depuis mon admission. Âgée de 30 ans, avec ses cheveux noirs coupés courts et ses yeux bleus perçants, elle dégageait une calme assurance qui contrastait avec le chaos de ma vie. Elle était discrète, presque effacée, mais ses gestes étaient précis, réconfortants. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Moreau. On va vous remettre sur pied, m'avait-elle dit le premier jour, avec un sourire qui illuminait la chambre stérile. Au fil des jours, alors que ma famille se faisait de plus en plus distante, Camille devenait mon ancre. Elle écoutait mes plaintes sans juger, changeait mes pansements avec une douceur qui me faisait oublier la douleur. Un soir, après une visite particulièrement houleuse où ma mère m'avait lancé un ultimatum: choisis, ta famille ou ta déviance, je me suis effondrée en larmes. Camille était de garde. Elle s'est assise au bord de mon lit, a pris ma main. Parlez-moi, Élise. Qu'est-ce qui vous ronge comme ça? J'ai tout déballé, Sophie. L'amour interdit. La pression familiale. La peur de perdre tout. Elle m'a écouté en silence, puis a partagé un bout de sa vie. Moi aussi, j'ai connu ça. Ma famille m'a tourné le dos quand j'ai avoué être lesbienne. Mais on survit. On trouve sa propre famille. Ces mots ont ouvert une brèche en moi. Pour la première fois, je me sentais comprise. Les jours suivants, nos conversations se sont approfondies. Camille me racontait son parcours, infirmière à l'hôpital depuis 5 ans,
après avoir quitté une petite ville de Provence où les ragots l'avaient forcée à partir. Elle vivait seule dans un appartement modeste à Montparnasse, avec un chat nommé Mistral. Elle aimait la peinture, les promenades au jardin du Luxembourg, et lisait des romans de Marguerite Yourcenar. Je me surprenais à attendre ses visites, à guetter son parfum discret de lavande. Sophie, de son côté, m'appelait tous les jours, mais nos échanges devenaient tendus. Elle voulait que je confronte ma famille, que je assume publiquement notre relation. Élise, si tu m'aimes, bats-toi. Mais j'hésitais, terrifiée par les conséquences. Quand les médecins m'ont annoncé que je pouvais sortir, mais que je devais éviter tout stress et avoir quelqu'un pour m'aider à domicile, ma famille a refusé net. Tant que tu n'as pas changé, ne compte pas sur nous, a dit mon père au téléphone. C'est Camille qui a proposé, presque timidement, si vous voulez. Je peux vous héberger le temps de votre convalescence. J'ai une chambre d'amis. J'ai accepté, sans réfléchir aux implications. C'était un acte de survie. Mais aussi, au fond de moi, une curiosité naissante pour cette femme qui me tendait la main sans condition. Arrivée chez elle, l'appartement était cosy, rempli de livres et de toiles abstraites. Mistral m'a accueilli d'un miaulement suspicieux. Camille m'a installé, préparé un thé. Et pour la première fois depuis l'accident, je me suis sentie en sécurité. Mais cette sécurité était fragile. Sophie a appris pour mon hébergement chez l'infirmière et a réagi avec jalousie. C'est qui? Cette Camille? Tu me remplaces déjà? J'ai nié. Mais au fond, un doute s'insinuait. Les soirées passées à discuter avec Camille, à rire de nos maladresses, créaient un lien que je n'avais pas anticipé. Un après-midi, alors que je boitais encore, nous sommes allés nous promener au jardin du Luxembourg. Assise sur un banc, sous les rayons du soleil printanier, Camille m'a confié son passé plus en détail. Elle avait été en couple avec une femme pendant 3 ans, mais la relation s'était brisée sous la pression sociale. J'ai dû choisir entre l'amour et ma carrière. J'ai choisi la carrière, et je le regrette chaque jour. Ses yeux se sont embués. Et impulsivement, j'ai posé ma main sur la sienne. Ce contact a envoyé une décharge électrique à travers mon corps. Était-ce de la gratitude? Ou quelque chose de plus? De retour à l'appartement, la tension montait. Sophie m'appelait sans cesse, exigeant des explications. Ma famille envoyait des messages culpabilisants. Et moi, au milieu, je me débattais avec mes sentiments naissants pour Camille. Une nuit, incapable de dormir, je l'ai rejointe dans le salon où elle lisait. Camille, qu'est-ce que je fais de tout ça? Elle a levé les yeux. Et pour la première fois, j'ai vu une vulnérabilité qu'elle cachait bien. Élise. Parfois, il faut affronter les tempêtes pour trouver le calme. Nos regards se sont accrochés. Et l'air s'est chargé d'une électricité palpable. Mais le lendemain, tout a basculé. Sophie a débarqué à l'improviste, furieuse. Élise. C'est quoi ce bordel? Tu vis avec une autre femme? La confrontation a été explosive. Camille a essayé de calmer les choses, mais Sophie l'a accusée de profiter de ma faiblesse. J'ai défendu Camille.
Et Sophie est partie en claquant la porte, me laissant avec un vide béant. Était-ce la fin de notre relation? Et qu'en était-il de ce qui naissait avec Camille? Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. Ma famille a appris pour Sophie et l'hébergement chez Camille grâce à une cousine indiscrète et a doublé la pression. Mon père m'a menacé de me couper financièrement pour de bon. Tu choisis la perversion? Tu assumes les conséquences. Camille, de son côté, me soutenait. Mais je voyais qu'elle luttait avec ses propres démons. Elle m'avoua un soir qu'elle avait des sentiments pour moi, mais qu'elle ne voulait pas compliquer ma vie. Élise, tu es vulnérable en ce moment. Ne prenons pas de décision hâtive. Pourtant, l'attraction grandissait. Nos conversations se faisaient plus intimes, nos regards plus longs. Un soir, après un dîner simple, nous nous sommes embrassés. C'était doux, hésitant, mais chargé de promesses. Mais le lendemain, la réalité a frappé. Sophie m'a envoyé un message disant qu'elle allait tout révéler à ma famille si je ne revenais pas vers elle. Le chantage émotionnel m'a dévastée. Devais-je céder? Ou suivre mon cœur naissant? Les semaines suivantes chez Camille ont été un mélange de joie fragile et de tourments intérieurs. Chaque matin, je me réveillais avec le parfum de café frais qu'elle préparait, et Mistral ronronnant à mes pieds. Nous avions établi une routine, elle partait à l'hôpital pour son shift. Je travaillais sur mon ordinateur portable, reprenant doucement mes commandes graphiques. Mais sous cette apparence de normalité, les conflits bouillonnaient. Sophie ne lâchait pas prise. Ses messages alternaient entre supplications et accusations. Élise, reviens-moi. Cette infirmière te manipule. J'essayais de la raisonner, expliquant que j'avais besoin d'espace pour guérir. Mais elle insistait. Un jour, elle m'a appelé en pleurs. Ma famille m'interdit de te voir si tu ne changes pas. Ils disent que c'est contagieux. Cette maladie, point. Ces mots m'ont rappelé mes propres batailles. Et une culpabilité m'a envahi. Étais-je en train de l'abandonner pour une illusion avec Camille? Camille, quant à elle, était un pilier de stabilité. Elle rentrait le soir, épuisée mais souriante, et nous discutions des heures. Elle me parlait de ses rêves, ouvrir un centre d'accueil pour jeunes LGBT en difficulté, inspirée de son propre exil. J'ai perdu ma sœur à cause de l'homophobie familiale. Elle s'est suicidée à 19 ans. Cette révélation m'a bouleversée. Camille portait une douleur profonde, masquée par son professionnalisme. Je me sentais attirée par sa force, mais aussi effrayée par l'intensité de ce lien. Ma famille n'était pas en reste. Ma mère m'appelait quotidiennement, alternant prières et reproches. Élise, viens à la messe avec nous. Dieu peut te guérir. Mon père, plus pragmatique, m'envoyait des articles sur des thérapies de conversion, illégales en France mais encore prônées par certains cercles conservateurs. Je refusais. Mais chaque refus creusait le fossé. Un week-end, ils sont venus à l'appartement sans prévenir. Camille était au travail. Heureusement. Élise, rentre à la maison. Cette vie n'est pas pour toi, a dit ma mère, les yeux rougis. Mon père a inspecté les lieux d'un air dédaigneux. Et cette infirmière? C'est elle qui t'influence? J'ai nié. Mais ils ont vu les affaires de Camille. Les livres sur l'émancipation féminine.
La dispute a escaladé. Si tu restes, tu n'es plus notre fille, a lancé mon père. J'ai tenu bon. Mais une fois parti, je me suis effondrée. Camille, rentrant plus tôt, m'a trouvée en larmes. Elle m'a serrée dans ses bras. Et ce soir-là, notre proximité s'est approfondie sans mots inutiles. Pourtant, les doutes persistaient. Étais-je en train de trahir Sophie? De me servir de Camille comme béquille émotionnelle? Une amie commune? Marie m'a contactée, Sophie est dévastée. Elle parle de partir à l'étranger. La culpabilité me rongeait. J'ai décidé de rencontrer Sophie en terrain neutre. Au café Les Deux Magots. Camille a approuvé, insistant sur l'importance de clore les chapitres inachevés. La rencontre fut un carnage émotionnel. Sophie était amaigrie, les yeux cernés. Élise, je t'aime encore. Reviens. Mais quand j'ai évoqué mes sentiments naissants pour Camille, elle a explosé. Tu me trompes avec elle. Après tout ce qu'on a traversé? Des larmes, des cris. Et elle est partie en me traitant de traîtresse. De retour chez Camille, je lui ai tout raconté. Elle m'a écouté. Puis a posé la question fatidique, qu'est-ce que tu veux vraiment? Élise, cette nuit-là, nous avons franchi une ligne. Pas physiquement, nous respections les limites, mais émotionnellement. Nous avons admis nos sentiments mutuels. Je t'aime bien plus que comme une patiente, a murmuré Camille. J'ai répondu en écho. Mais le bonheur était éphémère. Le lendemain, un appel de l'hôpital, Camille était convoquée par sa direction. Une plainte anonyme l'accusait de conduite inappropriée avec une patiente. Je savais qui c'était, Sophie. Dans un acte de vengeance. La confrontation avec Sophie a suivi. Je l'ai appelée. Furieuse. Comment as-tu pu faire ça? Elle a avoué. Pleurant, je voulais te protéger d'elle. Mais c'était de la jalousie pure. Camille a risqué sa carrière, la plainte pouvait mener à une suspension. Nous avons passé des jours tendus, attendant le verdict. Entre-temps, ma famille a appris l'affaire via les ragots et a jubilé. Voilà ce qui arrive quand on choisit mal, a dit ma mère. Camille a été blanchie. Manque de preuves. Mais l'incident l'a marqué. Élise. Peut-être qu'on devrait ralentir. Mais je refusais. J'ai décidé de confronter ma famille une fois pour toutes. Rendez-vous chez eux à Neuilly. L'atmosphère était glaciale. Je suis lesbienne. Et j'aime Camille. Acceptez-le ou perdez-moi. Mon père a ri amèrement, tu nous fais du chantage? Ma mère a pleuré. Ils m'ont mise à la porte, me déshéritant verbalement. De retour chez Camille, j'étais brisée mais libérée. Nous avons célébré cette victoire avec un dîner simple. Mais une ombre planait. Sophie m'envoyait des messages d'excuses. Mais aussi des menaces voilées. Si je ne t'ai pas, personne ne t'aura. Était-ce du bluff? La tension montait. Et je sentais que le pire était à venir. Un soir, alors que Camille rentrait tard, je l'ai attendue anxieusement. Elle est arrivée pâle, quelqu'un m'a suivi dans le métro. Nous avons appelé la police. Mais sans preuve. Rien. Je soupçonnais Sophie. Mais sans certitude.
Nos nuits devenaient agitées. Nos journées chargées de paranoïa. Pourtant, notre amour se renforçait dans l'adversité. Puis, le coup de théâtre, ma sœur cadette, que je croyais alliée à mes parents, m'a contactée en secret. Élise, je te soutiens. Maman et papa sont bornés, mais je sais que tu es heureuse. Ce soutien inattendu m'a donné de l'espoir. Mais il était tardif. Camille et moi décidions de déménager pour un nouveau départ. Paris était trop étouffant. Avant le départ, une dernière confrontation avec Sophie. Au parc Monceau, elle m'a avoué son désespoir. J'ai tout perdu à cause de toi. J'ai essayé de l'apaiser, mais elle a sorti un couteau pas pour m'attaquer, mais pour se menacer. Paniquée, j'ai appelé les secours. Elle a été hospitalisée pour dépression. La culpabilité m'écrasait. Avais-je poussé quelqu'un au bord du gouffre? Camille m'a soutenue, ce n'est pas ta faute. Chacun fait ses choix. Mais au fond, je doutais. Étais-je un monstre égoïste? Le déménagement à Lyon approchait, promettant un renouveau. Mais les cicatrices restaient. À Lyon, nous avons loué un petit appartement dans le quartier de la Croix-Rousse, avec vue sur les toits ocres et les traboules mystérieuses. Camille avait obtenu un transfert à l'hôpital Édouard Herriot. Et moi, je reprenais mon travail freelance avec plus de vigueur. Loin de Paris, les ombres semblaient s'estomper. Mistral explorait les lieux avec curiosité. Et nos soirées étaient remplies de rires et de projets d'avenir. Pourtant, les échos du passé persistaient. Ma famille m'envoyait des lettres culpabilisantes. Ma mère invoquant des prières pour mon salut. Mon père, plus silencieux, transférait occasionnellement de l'argent, un geste ambigu. Mélange de pitié et de contrôle. Sophie, après son hospitalisation, avait disparu des radars. Une amie m'avait dit qu'elle était partie en Espagne, cherchant un nouveau départ. La culpabilité me rongeait encore. Mais Camille m'aidait à la surmonter. On ne peut pas porter les fardeaux des autres éternellement. Notre relation s'épanouissait. Nous découvrions Lyon ensemble, promenade le long de la Saône. Visite au musée des Beaux-Arts. Dîner dans des bouchons lyonnais. Camille m'initiait à la cuisine provençale. Et je lui dessinais des portraits qui capturaient sa beauté intérieure. Mais sous cette idylle, des fissures apparaissaient. Camille luttait avec des flashbacks de sa sœur perdue. Et moi, avec l'absence de ma famille. Un soir, après une dispute mineure sur l'argent, elle a craqué. Élise. Parfois je me demande si on n'a pas précipité les choses. Ton accident? Ma solitude, est-ce vraiment de l'amour? Ces mots m'ont blessée, ravivant mes doutes. Étais-je avec elle par gratitude? Ou par vrai sentiment? Je me suis isolée, réfléchissant. Le lendemain, j'ai reçu un appel inattendu. Ma mère? En larmes. Ton père a eu une crise cardiaque. Il est à l'hôpital. Le choc m'a propulsée dans un train pour Paris. Camille a insisté pour m'accompagner. Mais j'ai refusé, c'était mon combat. À l'hôpital, mon père était faible. Branché à des machines. Ma mère m'a accueilli froidement. Il t'a demandé. Assise à son chevet. J'ai écouté ses regrets murmurés. Élise. Je t'ai poussé trop loin. Mais ta vie.
C'est contre nos valeurs. J'ai pleuré, expliquant mon bonheur avec Camille. Il a serré ma main, peut-être que je me trompe. Un espoir naissait. Mais ma mère interrompit, ne l'influence pas dans son état. De retour à Lyon, j'ai partagé avec Camille. Elle était supportive, mais je sentais une distance. Élise, ta famille te manque. Peut-être que tu devrais réessayer avec eux. Ces mots sous-entendaient une peur, celle d'être abandonnée. Notre relation entrait en zone turbulente. Puis, Sophie réapparut via un email, je vais mieux. Pardon pour tout. Mais je sais des choses sur Camille. Intriguée, j'ai répondu. Elle révéla que Camille avait eu une relation avec une patiente auparavant, menant à une plainte classée. Confrontée, Camille avoua, c'était il y a des années. Une erreur de jeunesse. Mais la confiance était ébranlée. Était-elle une sauveuse récidiviste? Les doutes s'amplifiaient. Ma famille, sentant ma vulnérabilité, intensifia les contacts. Mon père, rétabli, proposa une réconciliation conditionnelle, viens sans elle. J'hésitais. Déchiré entre amour et racine. Une nuit. Après une dispute avec Camille sur la fidélité, je suis sortie marcher. Dans les rues de Lyon, j'ai croisé une manifestation pour les droits LGBT. Les slogans m'ont réveillé, l'amour n'a pas de genre. De retour, j'ai choisi, Camille. Nous avons reconstruit. Plus forte. Mais le destin frappa à nouveau. Sophie, obsédée, vint à Lyon. Elle confronta Camille à l'hôpital, laisse Élise tranquille. La sécurité intervint. Mais l'incident fit scandale. Camille fut suspendue temporairement. Furieuse, je blâmais Sophie. Mais aussi moi-même pour ne pas avoir coupé les ponts plus tôt. Dans cette crise, ma sœur m'appela, je viens vous aider. Son arrivée changea tout. Elle accepta notre couple, confrontant nos parents par procuration. Petit à petit, un dialogue s'ouvrit. Mais Camille, blessée par les accusations, questionna notre futur. Élise, suis-je ton choix? Ou ton refuge? Les mois suivants furent une thérapie collective. Thérapeute pour couple. Appels familiaux tendus. Mon père adoucit sa position, influencé par ma sœur. Ma mère priait encore, mais acceptait des visites. Sophie, enfin, s'excusa sincèrement et partit pour de bon. Pourtant, un nouveau conflit émergea, Camille voulait des enfants, via adoption ou PMA. Moi, traumatisée par mon éducation, hésitais. Et si on reproduit les erreurs de nos familles? La discussion tourna au vinaigre, révélant des failles profondes. Les débats sur l'avenir nous consumaient. Camille, avec son background d'infirmière, voyait la parentalité comme une rédemption. Élise, on peut briser le cycle. Donner à un enfant l'amour qu'on n'a pas eu. Mais moi, hantée par les rejets, craignais les jugements sociétaux. En France, malgré les lois progressistes, les préjugés persistent dans les coins conservateurs. Et si notre enfant souffre à cause de nous? Nos disputes s'intensifiaient, mêlant amour et frustration. Un week-end, nous sommes partis en Provence.
chez les anciens amis de Camille. Pour respirer. Les collines lavandées. Les marchés animés, un baume temporaire. Mais là-bas, une rencontre fortuite avec son ex-partenaire raviva les tensions. L'ex, une femme charismatique, insinua que Camille avait toujours fui les engagements. De retour, je l'interrogeai, est-ce vrai? Elle nia. Mais le doute persistait. Entre-temps, ma famille progressait. Mon père m'invita à un dîner. Seul à seul. Élise. Je lis des livres sur l'homosexualité. Peut-être que j'étais ignorant. Ému. J'acceptai. Camille encouragea. Mais je sentais sa jalousie latente. Le dîner fut un pas, il s'excusa pour le rejet post-accident. J'avais peur pour toi. Mais il évita Camille. De retour, je partageai. Et Camille explosa, ils te veulent sans moi. La vérité sortait, elle se sentait exclue. Notre relation vacillait. Puis, un appel de l'hôpital, Camille pouvait reprendre. Mais avec surveillance. Le stress accumulé la rendit distante. Je décidai d'agir, organiser une rencontre familiale avec Camille. À Paris, dans un restaurant neutre. L'atmosphère était électrique. Ma mère serra les dents. Mon père tenta la politesse. Camille, élégante, raconta son histoire. Ma sœur soutint. Mais ma mère craqua, c'est contre Dieu. La soirée finit en larmes. Mais un cid était planté. Sophie refit surface. Via un lettre, je suis heureuse maintenant. Bonne chance. Un closure bienvenue. Mais les maux internes persistaient. Camille et moi entrâmes en thérapie. Explorant nos traumas. La thérapeute souligna, vos choix passés vous définissent. Mais pas votre futur. Progressivement, nous guérissions. J'acceptais l'idée d'enfant. À condition de stabilité. Ma famille. Lentement. S'ouvrit, invitation conjointe. Mais un choc, mon père révéla une liaison passée. Expliquant son rigorisme, une hypocrisie. Cela humanisa tout. Pourtant, un betrayal inattendu, ma sœur, en confidence, avoua avoir contacté Sophie initialement pour sauver notre famille. Blessée, je la confrontai. Elle pleura, j'avais tort. La confiance familiale ébranlée à nouveau. Camille et moi décidâmes de nous marier pour sceller notre engagement. Une cérémonie intime à Lyon, avec amis choisis. Ma sœur vint. Mes parents déclinèrent poliment. Le jour J. Émouvant. Mais teinté d'absence. Post-mariage. La vie s'apaisa. Travail. Voyage. Adoption en vue. Mais un appel, ma mère. Malade. Cancer. Le diagnostic nous ramena à Paris. Soins. Réconciliation forcée. Camille aida. Infirmière dans l'âme. Dans les derniers mois de ma mère, elle s'adoucit, Élise. Camille est bonne pour toi. Un pardon tardif. Après l'enterrement, mon père, brisé, nous invita. Restez avec moi. Nous acceptâmes temporairement. Mais cette proximité raviva de vieux conflits. Mon père questionna notre désir d'enfant,
pas naturel. Camille défendit. Mais la tension monta. Un soir, il avoua, j'ai peur de perdre l'héritage familial. Égoïsme révélé. Nous rentrâmes à Lyon, plus unis. L'adoption avança, une petite fille. Lila. 2 ans. Joie immense. Mais défis, jugement à l'école. Question sur 2 mamans. Les années passèrent. Lila grandit. Mais un jour, Sophie réapparut, avocate maintenant. Elle contacta pour un conseil légal sur l'héritage. Coïncidence? Ou manipulation? Avec Lila dans nos vies. Tout changea. À 5 ans. Elle était curieuse. Vive. Avec des boucles châtaines comme les miennes. Camille et moi alternions garde, travail et moments familiaux. Lyon devenait notre havre. Mais les ombres sociétales persistaient. À l'école, des parents murmuraient, 2 femmes? Pas bon pour l'enfant. Nous luttions. Participant à des associations LGBT pour éduquer. Ma famille s'intégra lentement. Mon père visitait. Jouant avec Lila. Quoique maladroit. Grand-papa. L'appelait elle. Fondant son cœur. Ma sœur. Marraine. Apportait soutien. Mais des tensions subsistaient, débats sur l'éducation. Religion. Sophie. Via son contact légal. Devint une présence sporadique. Je veux me racheter. Disait-elle. Camille se méfiait. Mais j'acceptais. Croyant au pardon. Un jour, elle révéla un secret, pendant notre rupture. Elle avait eu une liaison brève, causant sa dépression. C'est moi qui t'ai trahi en premier. Révélation qui allégea ma culpabilité. Pourtant, un nouveau drame, Camille fut diagnostiquée avec un burn-out sévère. Année d'hôpital. Trauma accumulé. Elle quitta son job, optant pour le conseil en santé mentale. Je la soutins. Mais financièrement, ce fut dur. Mon travail freelance fluctuait. Dans cette crise, je reçus une offre, revenir à Paris pour un poste stable dans une agence. Avec Camille affaiblie. J'hésitais. Mon père poussa, viens. Pour Lila. Camille encouragea, si c'est mieux pour nous. Nous déménageâmes. Amèrement. À Paris. Proximité familiale aida. Mais étouffa. Mon père interférait, Lila a besoin d'une figure masculine. Disputes s'ensuivirent. Camille. En thérapie. Questionna notre mariage, suis-je assez? Un climax, lors d'un dîner familial. Mon père accusa Camille d'être l'instigatrice. Elle partit en larmes. Je la suivis. Choisissant elle. Confrontation finale avec mon père, accepte-nous ou perds-nous. Il céda. S'excusant. Sophie. Témoin distant. Offrit aide légale pour protection. Nous acceptâmes. Clôturant le cercle. Année plus tard. Lila adolescente. Questionna ses origines. Nous expliquâmes. Avec honnêteté. Elle embrassa notre histoire. Devenant activiste. Mais au crépuscule. Je réfléchis, tous ces choix. Trahison. Sacrifice valait-il la peine? Camille et moi.
Grisonnante. Main dans la main. Savions que oui. Pourtant, une question persiste, dans la quête de l'amour authentique. Sacrifier sa famille et blesser d'anciens amours était-il juste? Ou une erreur égoïste?